cette séquence de délibération de ce troisième, ce troisième choix concours, ou c'est le deuxième choix concours du Rio de la Plata, n'est-ce pas, Matteo? Deuxième, Euh, pardon. voilà, et donc on va délibérer, enfin vous allez délibérer, vous, jury. Aujourd'hui, je vais vous rappeler tout à l'heure un petit peu quel est le cadre, quel est le déroulé et les modalités de cette sélection. Avant cela, je tiens à tous vous remercier pour votre présence et puis je vais laisser la parole rapidement à Matteo pour l'Argentine, qui nous dira quelques mots, qui seront suivis par quelques mots aussi de l'ambassadeur de France en Uruguay, présent ici à mes côtés, Jean-Paul Sêtre. Donc je te passe la parole, Matteo, je la reprendrai tout à l'heure. Merci Dario. Je vais juste avant demander à ma collègue Justine, qui est aussi connectée et qui est un grand appui du secteur et un appui technique en ce moment, de continuer à admettre les gens qui se connectent. Nous sommes déjà 30, ce qui est un nombre conséquent pour cette matinée gelée du côté argentin. On servit avec 2 degrés, je sais pas quelle est la situation à Montevideo, mais j'imagine qu'elle est assez proche. Mais c'est une raison de plus pour célébrer ce choix Goncourt, que vous soyez tous connectés, frais et dispo. Je voulais commencer par des remerciements qui sont tout à fait sincères, euh, qui, qui représentent aussi la belle surprise qu'est ce choix Goncourt du Rio de la Plata pour nous, puisque si bien nous attendions une participation active, peut-être ne nous attendions pas à une réaction aussi enthousiaste et à des lectures euh, profondes qui appellent la discussion et qui interpellent les auteurs mêmes, qu'on voit parfois surpris des questions qu'ils n'avaient jamais entendues. Vous devez avoir en tête qu'il s'agit de gens qui parfois font 6 interviews par jour. Donc, ils entendent à peu près toute la panoplie des questions. Et là, ils ont quand même la chance d'être un peu secoués et remués par vos interrogations. Euh, je précise que normalement c'était l'attaché culturel qui devait faire ce petit mot d'ouverture, mais il a eu un petit souci de santé. Peut-être il nous rejoindra plus tard lors des échanges. Euh, je veux aussi rappeler, comme l'a dit Dario, que c'est la deuxième édition et que nous sommes très heureux du fait que le choix devient un rendez-vous annuel incontournable. Il prend vraiment ses assises, il génère une attente, il rythme le calendrier des lectures pour certains. Je sais maintenant que mon année commence avec la lecture de 4 romans du Goncourt et peut-être ça fait partie aussi de votre rythme annuel maintenant. Une excellente gymnastique pour être au courant de ce qui se crie en France. Euh, je veux aussi rappeler que au-delà de ces lectures sensibles et attentives que vous faites, vous êtes aussi les véritables protagonistes, même plus que les auteurs, puisque après ces échanges, il est fort probable que vous parliez de ces livres à vos amis, que vos amis soient interrogés, que lorsque des traductions sortiront, ils se rappelleront. Donc vous êtes vraiment des vecteurs d'influence de cette nouvelle écriture française. Je veux aussi remercier les institutions partenaires pour leur implication, leur enthousiasme également. Donc ces encadrants et encadrantes qui ont accompagné depuis le début les membres du jury, avec des rencontres, des échanges, des débats, des questions qu'ils nous posent aussi sur des particularités de ce suivi. Et enfin, je voulais vous annoncer que nous tenons nos engagements puisque nous avions parlé d'inviter les lauréats et ce qui est confirmé puisque nous aurons euh, fin septembre en Argentine, début octobre, le lauréat de l'édition 2023. Donc je vais peut-être laisser mes collègues d'Uruguay développer un peu plus sur cette question après.
Mais en tout cas, je voulais aussi les remercier pour ce travail conjoint qui est tout, tous les mois, voire toutes les semaines, une source de bonheur dans ce travail commun et dans ce dialogue euh, autour du fleuve. Bien, je cède la parole à Monsieur l'ambassadeur et je vous remercie à nous. Ok. Merci beaucoup, Mathéo, et bonjour à toutes et à tous. Moi, j'ai hâte de vous écouter, mais j'ai souhaité être là, bon, dire juste quelques mots d'introduction. Surtout, je souhaite vous écouter parce que, sans prendre part à la délibération naturellement, mais simplement parce que je trouve que c'est une initiative formidable que le choix Goncourt du Rio de la Plata. Vous savez que le choix Goncourt, ça existe dans un certain nombre de pays. On l'avait pas ici, c'est maintenant chose faite depuis 2 ans. On est à la deuxième édition. Je me réjouis aussi que ce soit une initiative qui soit partagée sur les deux rives du Rio de la Plata, parce que bah, nous sommes trois pays, la France, l'Uruguay et l'Argentine, trois pays très littéraires. Et je crois qu'on devait donc d'avoir ce lien. Trois pays très littéraires qui sont reliés par beaucoup de grandes figures de la littérature, d'ailleurs. Hein. On aime bien, de ce côté-ci du Rio, souvent rappeler nos trois grands poètes franco-uruguayens, mais je crois que du côté argentin, vous avez aussi un certain nombre de grandes figures qui relient l'Argentine et la France, comme des Bianchiotti, des Kessel, des Victoria Ocampo. Plus près de nous, d'ailleurs, on peut penser à Sylvia Baron-Supervielle, avec qui on a déjeuné récemment, qui relie les trois pays, en fait, hein, les deux rives du Rio et la France, où je pense à Santiago Amigorena aussi, qu'on m'avait offert son premier exil lorsque j'ai été nommé en Uruguay pour commencer à comprendre un petit peu cette culture et ce contexte. Non, très simplement, moi je crois qu'une initiative comme celle-ci, au-delà de la compétition et de la remise d'un prix, je crois vraiment que ce qui est extrêmement, moi ce que j'aime dans cette initiative, bah, c'est qu'on puisse discuter, débattre sur les livres qu'on a lus et surtout partager cette passion pour la lecture que moi je partage avec vous. Je suis même un petit peu frustré de ne pas pouvoir prendre part aux délibérations, mais je ne vais pas le faire d'une part parce que pour être très honnête, je n'ai pu lire que deux des quatre livres. Et évidemment, ça n'est pas mon rôle, mais j'ai très envie de vous écouter et que vous partagiez avec tous les participants et toutes les participantes ce que vous avez tiré de ces lectures. Je crois pouvoir dire en tout cas qu'on a quatre grands livres cette année. On les a tous les quatre sur la table. Et donc, on aura forcément un grand choix Goncourt du Rio de la Plata 2024. Et puis pour terminer, ben, je veux remercier moi aussi tous ceux qui ont rendu possible cette initiative. Alors évidemment, d'abord, commencer par mon équipe à l'ambassade à Montevideo, mais aussi les collègues de l'ambassade en Argentine, Stéphane, Matteo. Je veux remercier tous les référents des institutions partenaires et je me réjouis de voir dans cette mosaïque beaucoup de participants. Merci, bravo pour avoir su motiver les lecteurs et les lectrices et animer leur participation au programme. Et puis bien sûr, merci aux lectrices et aux lecteurs, sans lesquels évidemment tout cela ne serait pas possible. Merci de partager cette passion. Je sais que voilà, cet amour de la littérature, c'est quelque chose que nous avons en commun. C'est très français, c'est aussi très uruguayen et je pense aussi très argentin. Merci à tous. Et puis pour terminer simplement sur la mention, ce que disait Mathéo tout à l'heure sur la visite du précédent lauréat, qui est Mackenzie Orsel, si ma mémoire est bonne. Donc, on est content voilà, de savoir que sa venue en Argentine est confirmée. Et on espère bien qu'il viendra aussi en Uruguay. Dario me dit, c'est sûr, à 85%. Donc, ça se présente bien. Il vient d'abord en Uruguay. Ah, d'accord. Mais donc, on est sûr qu'il vient aussi en Uruguay. Bah, voilà. Donc, on peut le confirmer aussi pour l'Uruguay. Donc, il fera les deux rives du Rio. Merci. Merci, monsieur l'ambassadeur. Alors, pour ma part, j'ajoute juste un mot pour me joindre à ce que disait Mathéo. Ayant suivi tous les échanges qu'il y a pu avoir avec les auteurs, je tenais à transmettre à tous les membres du jury présents, à la fois ce qui nous a été manifesté par les auteurs qui ont participé aux échanges, leur surprise parfois, mais une surprise agréable
en voyant la lecture attentive, mais aussi originale. Et ça, je crois que c'est pas peu de choses. C'est ce qu'a signalé Mathéo tout à l'heure. Ce sont des personnes qui sont habituées à donner beaucoup d'interviews et ils ont trouvé une lecture particulièrement attentive chez vous et particulièrement originale à travers les questions qui leur ont été posées. Ça leur a fait un grand plaisir. Et pour nous, c'est très bien aussi. C'est la preuve que le dispositif fonctionne. Merci à vous pour ça. Et puis également merci à vous parce que l'Académie Goncourt elle-même nous renouvelle en permanence son soutien. Et donc, voilà, on aura certainement des échanges avec eux dans les semaines ou les mois à venir, avant la venue donc, de Mackenzie Orsel. Alors, je passe maintenant à la partie voilà, plus opérative, plus opérationnelle hein, de ce vote. Je vais vous lire d'abord comment se déroule ce vote et ensuite vous dire un petit peu comment on procéderait en cas d'ex-aequo avant de laisser la parole donc, dans l'ordre à chaque institution. On compte donc un vote par institution. Il y en a 8 au total. Le représentant qui prendra la parole peut être soit un élève ou un référent administratif. Il sera désigné par l'institution elle-même. La prise de parole doit durer 5 minutes maximum. Je serai en charge de modérer cela afin qu'il y ait une répartition du temps qui soit équitable. Dans le cadre de ces 5 minutes, pendant ces 5 minutes, il faudra donc exprimer le vote, l'ouvrage sélectionné, l'ouvrage choisi et proposé par chacune de l'institution, une explication de ce choix et une lecture brève d'un extrait du texte choisi. L'ordre des institutions est un ordre alphabétique. Donc nous commencerons avec l'Alliance française de Buenos Aires, l'Alliance française de Montevideo, l'Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández en troisième position. En quatrième, l'IPA, Instituto de Profesores Artigas. On retournera ensuite en Argentine avec la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras. On revient après, comme vous voyez, on fait un va-et-vient permanent entre l'Argentine et l'Uruguay. Donc, premier critère alphabétique, le deuxième, c'est d'alterner les deux rives. Le lycée français Jules Supervielle de Montevideo, la Universidad Nacional de La Plata, et on terminera avec le choix de la Universidad de la República. En cas d'ex-aequo, donc à l'issue hein, de cette séquence, au cours de laquelle il y aura les huit choix exprimés, s'il y a majorité, il n'y a pas de critère de majorité absolue ou relative, s'il y a majorité simple, il y a donc gagnant et donc choix Goncourt 2024. En cas d'ex-aequo, donc au moins 2 ouvrages ayant reçu le même nombre de votes, on procédera alors à un deuxième tour avec seulement les ouvrages ex-aequo en lice, dans l'ordre inverse des institutions que je viens de citer. Il y aura là une prise de parole rapide avec seulement l'ouvrage sélectionné, donc pour défendre cet ouvrage, qui durera 2 minutes maximum, par chaque représentant d'institution, comme lors du premier tour. Et enfin, s'il venait à y avoir un troisième, à nouveau un ex-aequo, eh bien là, on tirerait au sort un jury, un des membres du jury et son vote contrat double. Donc c'est sur cette personne que pèsera la responsabilité des choix Goncourt 2024. Mais voilà, nous n'en sommes pas là. Voilà, je vous ai un petit peu posé quelles sont les règles qui sont les mêmes hein, que l'année dernière, mais je pense que c'était bien de les rappeler. Je vais maintenant céder la parole à la première des institutions qui va nous exprimer son choix pour ce choix Goncourt donc 2024 du Rio de la Plata. Je cède la parole à l'Alliance française de Buenos Aires. Bonjour Dario, bonjour Monsieur l'ambassadeur, bonjour Mathéo, bonjour les collègues. Alors nous, ici à l'Alliance française de Buenos Aires, on donne la parole à Monica. Merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. À l'Alliance française de Buenos Aires, nous avons choisi Veuillez-sur-elle de Jean-Baptiste Andréa. La lecture de ce roman est un véritable voyage dans l'histoire troublante et intense d'une partie du XXe siècle italien, voyage dans les magnifiques paysages de ce pays, mais surtout voyage dans le paysage humain les plus émouvants. Et on peut alors pénétrer le regard innocent d'un enfant de 12 ans, puis celui d'un jeune sculpteur, souvent souffrant et incompris, ainsi que celui d'un vieil homme qui a vécu intensement et qui se demande à quoi peut bien ressembler la mort. C'est la vie de Mimo. C'est passionnant de suivre à travers sa destinée toute l'histoire politique de l'Italie du XXe siècle,
Le lien qui s'établit entre la petite histoire et l'histoire avec un grand H, comme dit Perec, est remarquable. De plus, tous les personnages, principaux et secondaires, et ils sont nombreux, sont très bien présentés. Viola est une femme libre, rebelle, intelligente, dangereuse, un petit folle, qui lutte contre la famille et la société qui l'étouffe. Quelques aspects à souligner. Un amour impossible s'agit d'un thème récurrent dans la littérature universelle. Pourtant, ici, son traitement est original. La magie et l'intrigue, l'histoire de Blanche, celle d'Hector, le vol de Viola, les jumeaux cosmiques, il y a là quelque chose d'irréel dans un contexte crédible. L'interdiscursivité donnée par l'intersection entre la littérature, la sculpture et l'histoire politique et religieuse est extrêmement intéressante. L'intertextualité que permet la bibliothèque du Marquis, qui passe par l'éloge de la lecture comme accès à la culture, et notamment la référence au poète d'Annunzio. La présence du cinéma est sans doute la présence d'un cinéaste dans cette écriture. La poésie qu'on retrouve tout au long du texte et qu'on commence à découvrir dès les premières pages avec la métaphore du papillon. Rien n'est vraiment ce qu'il paraît être. Un papillon n'est pas qu'un papillon, mais une histoire. Poésie qui demeure tout au long du livre. Mimo Vitaliani, né dans un monde d'oiseaux, s'éteint sous l'œil d'un satellite. L'exaltation de la beauté, dans ce cas à travers la sculpture, mais on peut dire la beauté de l'art. Il y a une recherche permanente de la beauté. C'est ce qui sauve l'humanité. La beauté de l'image de la Pietà est émouvante. Et ce qu'elle représente. Qui souffre? Quel visage le Christ a-t-il? C'est disruptif. En détail, un de ces petits riens dont on fait les révolutions. Il nous interpelle et nous passionne. C'est un très bel hommage aux femmes. La dernière phrase est aussi surprenante qu'excitante. Si le Christ est souffrance, alors ne vous en déplaise, le Christ est une femme. À propos du style, la narration est excellente. Les descriptions des paysages, les portraits des personnages, la façon sensible de raconter les événements, le vocabulaire qui enrichit tout le temps le récit, la rupture de la ligne temporelle, on va et vient dans l'histoire, les différentes voix, le narrateur omniscient du premier chapitre qui reprend le récit à la fin, et le narrateur protagoniste, première personne, que c'est Mimo. Sans aucun doute, c'est notre roman préféré. Et maintenant, je vais lire un tout petit extrait qu'on a choisi, page 11. Le mourant se débat, ouvre les yeux, les referme. L'un des frères jure y avoir vu de la joie. Il se trompe. On pose un linge frais sur son front, sur ses lèvres, avec douceur. Le malade s'agite encore et pour une fois, tous sont d'accord. Il essaie de dire quelque chose. Merci. Merci beaucoup. Merci Monica, merci à l'Alliance française de Buenos Aires donc, qui démarre ce tour des sélections. Sans plus attendre, je vais passer la parole à l'Alliance française, cette fois de Montevideo. C'est peut-être toi, Lucia. Oui, bonjour à tous, en Uruguay et en Argentine. Merci beaucoup pour cet espace d'échange autour de la littérature qui réunit tellement aussi chez nous. Alors, par rapport à comment on m'a demandé de faire la présentation du groupe, mais je vais avoir l'aide d'une de nos élèves, de Valentina, pour la partie de lecture, parce que quand même, on partage les tâches. Et pour le vote, eh bien, nous avons eu une égalité.
pareil qu'en France, entre Sarah, Suzanne et l'écrivain éveillé sur elle. Et il a fallu beaucoup de débats pour réussir à trancher. Et c'est Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andréa qui l'a remporté aussi. Donc, pour reprendre les mots du groupe, Veiller sur elle est un livre qui nous a semblé éblouissant. C'est une intrigue captivante avec un final aussi étonnant qu'émouvant, magnifiquement servi par une écriture fluide et envoûtante. Le plaisir de lecture est ce qui a mis d'accord tous les membres du jury pour caractériser ce livre aux personnages forts et complexes. Rares sont les romans qui vous plongent avec une telle force dans l'histoire du siècle dernier, à travers l'histoire de Mimo et Viola, un couple littéraire surprenant que tout sépare et tout unit à la fois. On est emporté dans une véritable fresque italienne qui traverse plusieurs décennies. Leur histoire, où s'entremêlent l'amour et l'amitié dans une danse tragique, est intimement imbriquée à la grande histoire. Sur près de 600 pages, Jean-Baptiste Andréa nous raconte donc les destinées de ces deux êtres qui s'aiment sans jamais vraiment se le dire, mais dont la personnalité et la complicité les rendent immédiatement attachants et passionnants. Andréa mène son récit avec une maestria incroyable et une extrême sensibilité qui nous a énormément touchés et qui nous a plongés avec bonheur dans la vie de ces deux êtres singuliers au destin si romanesque, enveloppant le lecteur dans un univers baigné par l'art, l'espoir et la résilience. Valentina, si tu veux lire l'extrait choisi, je te cède la parole. D'accord. Bonjour à tous. L'extrait qu'on a choisi, c'est à la page 462 et 63. Et il dit, je suis une femme debout au beau milieu des guerres que vous avez déclenchées. Je suis celle que vous appelez quand tout s'effondre autour de vous. Mais je vous brûlerai encore dès que tout ira bien. Au cas où, je dirai que tout ne va pas bien. Vous me consumerez, vous me réduirez en cendres, vous me disperserez et vous croirez les faire car votre feu est sans chaleur et ne brûle rien. Je suis une femme debout, chambomile comme vous. À toi qui n'est pas né, qui ne sait pas encore ce qu'est d'être blessé, de tomber en noix et de te relever. Quand ils te demanderont de renoncer et de te coucher, de t'allonger. Quand ils voudront te faire taire, ta main doit te désarmer. Je suis une femme debout comme tant d'autres avant nous. Je suis une femme debout et tu le seras aussi. Merci. Merci Valentina, merci Lucia. Valentina si je ne me trompe, mais je crois que ce sera difficile de le faire, était l'année dernière à Paris, invitée par l'Académie Goncourt. Avant de passer la parole au prochain jury, juste une précision qui nous a été demandée sur le déroulement donc, du vote. En cas d'ex-aequo après le deuxième tour et ce fameux tirage au sort dont je parlais en troisième instance, ce tirage au sort désignerait une personne d'une institution qui prendrait donc dont le vote serait issu d'une concertation par les membres du jury présents aujourd'hui, présents ici, de façon à ce que ça ne nous porte pas dans le temps et qu'on ne doive pas attendre la décision des autres membres du jury de l'institution. Donc la voix, elle est bien liée à l'institution, mais elle est prise par les membres du jury qui sont aujourd'hui présents parmi nous. Voilà, mais on espère ne pas en arriver là. En tous les cas, on n'en prend pas le chemin tout de suite, puisqu'on a déjà 2 votes pour le même ouvrage. Je laisse maintenant la parole donc, à l'Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas, Juan Ramón Fernández. Merci beaucoup pour cette expérience incroyable. Bon, après avoir lu les quatre romans, et même s'ils nous ont beaucoup plus intéressés par des raisons bien différentes, nous portons notre choix sur Sarah, Suzanne et l'écrivain de Rigagnard. Et les raisons de ce choix sont les suivantes. La thématique qui nous a interpellés en tant que femmes, des sujets tels que la maladie, la famille, l'amitié, la vocation, traités avec une profonde sensibilité qui nous a touchés très fortement. La forme du roman,
qui, dans une originale mise en abîme, nous rappelle en tant que lecteur le goût qu'il y a à écouter l'expérience de vie de l'autre et à la faire interagir avec notre vécu, à nous l'approprier à notre manière. Ce jeu des voix et des subjectivités qui font avancer le texte de manière dynamique, tout en créant des sons d'ombre qui aiguisent notre imagination. Et finalement, une revendication du roman et de la fiction comme moyen de transmettre l'expérience humaine, la partager, la donner à voir. Vraiment, nous avons beaucoup aimé ce roman. Et maintenant, je vais partager un extrait. Il s'agit de la scène, la première fois, quand Sarah va à sa maison à piller sa famille, vivant l'arbre. Bon. Sarah se demande si c'est comme ça chez elle tous les soirs, ou si un événement particulier explique et justifie cette soirée gaie et insouciante. A priori, aucun. Ils sont heureux et vivent leur vie et leur soirée, tout simplement. Ils ne pensent pas à elle. Elle les voit bien. Elle n'existe plus. Elle leur est complètement sortie de l'esprit. Comment peut-on disparaître aussi vite de la vie de ceux que l'on aime? C'est comme si elle était morte de ce cancer et qu'elle avait, eux, la faculté de revenir, de voir, vivre une voix décédée. Merci. Merci beaucoup. On va donc revenir cette fois à Montevideo avec cette fois le choix exprimé par l'Institut de Professores Artigas. Je vais donner la parole à Rosario Viana. Bon, bonjour à toutes et à tous. Je remercie tout d'abord la possibilité d'être la porte-parole des lectrices de l'IPA. L'ouvrage que nous avons sélectionné, c'est Veiller sur elle, de l'écrivain Jean-Baptiste Andrea. Dans notre cas, le choix a été unanime. Nous nous trouvons face à une lecture romanesque et intimiste qui se concentre sur les personnages, mais qui nous fait également voyager dans le monde de l'art et pourquoi pas dans un passé à la fois proche et lointain. Sa lecture met en relief la puissance des rêves, le lien entre le sculpteur et le marbre, la force du savoir et la connaissance fournie par les livres, la valeur de se rencontrer et de l'amitié ou de l'amour platonique peut-être, malgré l'appartenance à des milieux sociaux différents des personnages. Le mystère fonctionne comme un moteur narratif. Il justifie le récit, l'une des qualités du texte. Une fois dévoilé le mystère, à la fin du roman, nous nous sommes sentis satisfaites, même comblées en tant que lectrices. Le choix et le destin de la statue se lient d'une façon aussi artisanale que ce que Mimon fait avec le marbre. La place accordée à l'art est décisive. Ce n'est pas seulement un sujet intéressant du roman, mais elle joue un rôle. La place accordée à l'art entraîne une fonction plus profonde tant pour les personnages que pour le lecteur. L'habilité narrative de l'auteur qui sait raconter une histoire est mise en œuvre grâce à une structure ingénieuse, un rythme qui tient le lecteur en haleine à travers des images captivantes. Une intrigue inhabituelle, fantaisiste, merveilleuse, sensible, intemporelle, facile à suivre, riche et complexe en même temps. Ce narrateur, par moments omniscient, par moments œuvrant à travers une focalisation interne, nous parlait naturellement et en veillant notre intérêt. Le style poétique, la force et la tendresse des images évoquées,
l'aspect impressionniste du livre, la peinture de l'ambiance et des paysages, des lieux emblématiques. Ce n'est peut-être pas un hasard si, en tant que lecteur, on est subjugué par la beauté des tableaux, disons, les descriptions de certains paysages, mais aussi par les descriptions de certains tableaux et sculptures créés par des artistes renommés. La dimension pittoresque devient aussi importante. C'est intéressant que l'auteur joue beaucoup avec la superposition, sinon constante, au moins répétée à plusieurs reprises, de l'art et de la réalité, de la représentation de la vie et la vie même, en mettant en évidence la vitalité exceptionnelle des œuvres d'art, de certaines œuvres d'art au moins. Les personnages hauts en couleur, effectivement, on dirait presque des personnages d'un conte de fées ou d'un conte des mille et une nuits, tellement ils sont charismatiques et soutenus tout au long du roman. Au charisme, il s'ajoute alors leur humanité. Ils sont touchants, complexes, profondément humains. De tels protagonistes ne laissent pas le lecteur en position d'un simple observateur indifférent. Ils provoquent forcément chez lui des réactions émotionnelles, de l'empathie souvent ou de l'antipathie parfois. L'amour-amitié ou l'amitié-amour entre les deux personnages donne à leur histoire une saveur délicate de je ne sais quoi que la fin tragique de l'héroïne et la révolte finale du protagoniste attestent. Finalement, la reconstruction historique qui ajoute la dimension réaliste. Le réalisme assaisonné de pittoresque, justement, on pourrait dire, quand il décrit les bas-fonds de Florence, par exemple, la vie d'un cirque. Finalement, je vous invite à écouter avec nous un petit extrait de cet ouvrage que nous avons tellement aimé. Et je n'ai pas la page, malheureusement, mais vous allez voir de quoi il s'agit. Et je découvris mon pays en octobre 1976 en compagnie d'un ivrogne et d'un papillon. L'ivrogne avait connu mon père, évité la conscription grâce à l'état de son foie, mais la tournure des événements laissait supposer que sa cirrhose ne le protégerait plus bien longtemps. Et je veux reprendre ici un peu plus bas, en bas. Heureusement, il y eut le papillon. Il entra à Modane, se posa sur la vitre, entre les montagnes qui défilaient et moi. Après un bref combat contre le ver, il renonça et ne bougea plus. Ce n'était pas un beau papillon, ces gloires de couleur et d'or que je verrai plus tard au printemps. Juste un papillon médiocre, gris, un peu bleuté, si l'on regardait en plissant fort les yeux. Une phalène abrutie par le jour. Je songeais un instant à le torturer comme tous les gamins de mon âge, puis me rendis compte qu'en le fixant, seul élément tranquille dans un monde en furie, ma nausée s'en allait. Le papillon resta là pendant des heures, envoyé par une puissance amie pour me rassurer. Et ce fut peut-être ma toute première intuition du fait que rien n'est vraiment ce qu'il paraît être, qu'un papillon n'est pas qu'un papillon, mais une histoire, quelque chose d'énorme tapis dans un tout petit espace, ce que confirmerait la première bombe atomique quelques décennies plus tard, et peut-être plus encore, ce que je laisse en mourant dans le soubassement de la plus belle abeille du pays. Merci.
Merci beaucoup, Rosario. Alors, Matteo me signale à juste titre que nous n'avons pas écouté l'extrait lu de Sarah Suzanne et l'écrivain d'Eric Reinhardt, qui était le vote exprimé donc par l'Instituto de Ciencias Superior. Voilà, dans un souci d'équité évidemment, mais non seulement d'équité entre les votes, mais aussi entre les textes. Est-ce que vous avez prévu de lire ce texte? Je m'adresse à l'Instituto de Ciencias Superior et dans ce cas, on vous écoute. Ah, ok, ok. Oui. Merci. Oui, la scène, c'est quand Sarah va à sa maison habiller sa famille à travers la fenêtre. Euh, Elle réfléchit sur la scène. Sarah se demande si c'est comme ça chez elle tous les soirs, ou si un événement particulier explique et justifie cette soirée gaie et insouciante. A priori aucun. Ils sont heureux et vivent leur vie et leur soirée, tout simplement. Ils ne pensent pas à elle. Elle les voit bien. Elle n'existe plus. Elle leur est complètement sortie de l'esprit. Comment peut-on disparaître aussi vite de la vie de ceux que l'on aime? C'est comme si elle était morte de son cancer et qu'elle avait la faculté de revenir, de voir, vivre une fois décédée. Ça y est. Merci beaucoup, Sylvia. Merci beaucoup. C'était aussi, voilà, c'est aussi important d'avoir de la diversité, même si jusqu'ici, voilà, pour rappeler, nous sommes à mi-parcours, hein, il y a 3 votes pour l'ouvrage, donc Veillez sur elle de Jean-Baptiste Andrea, et un pour l'instant pour Eric Reinhardt avec Sarah, Suzanne et l'écrivain. On retraverse le Rio de la Plata dans ce jeu de va-et-vient, cette fois-ci pour écouter la UBA, la Universidad de Buenos Aires, en particular la Facultad de Filosofía y Letras. Adelante, por favor, je vous écoute. On vous écoute. Merci, c'est Alba qui est désignée notre porte-parole. Je ne sais pas si... Oui, allez. Bon, bonjour à tous et toutes. Et tout d'abord, avant de voter, nous aimerions prendre une minute pour transmettre une réflexion qui s'est produite lors de notre délibération. Face à la tâche de parvenir à un consensus sur notre vote, nous avons constaté que nos opinions divergeaient et que le livre que certains avaient le plus aimé était celui que d'autres ne choisiraient pas. Nous nous sommes alors demandé qui voter et plus précisément quoi choisir depuis notre position, depuis le Rio de la Plata et depuis notre rôle d'étudiante spécialiste de la langue française. Alors, quoi voter? L'œuvre que la plupart des participants du groupe ont marqué comme leur préférence, celle que nous aimerions voir traduite, celle qui nous prédisons un succès auprès des lecteurs du Rio de la Plata, la plus littéraire, la plus courageuse, celle qui expérimente le mieux la forme, celle qui pose les dilemmas les plus intéressants. Finalement, et après une longue discussion sur les livres, mais aussi sur les implications de nos choix et quelques définitions consensuelles sur ce que nous devrions récompenser, nous sommes arrivés à un vote harmonisé qui, à nos yeux, récompense un travail courageux et politique qui reflète les débats actuels dans la région, avec une grande valeur documentaire, mais aussi avec quelque chose qui nous pousse à réfléchir sur ce que nous faisons avec les sources, comment les travailleurs dans la littérature, une œuvre qui se situe dans un équilibre précis entre la fiction, l'imagination et la documentation. Bien que les sujets de l'abus sexuel des enfants soient très communs, l'auteur construit un artefact narratif particulier. L'écriture est apparemment spontanée, mais très soignée dans sa structure, à l'image de son sujet. Le traumatisme a quelque chose de l'ordre de l'indicible. Les textes l'entourent de manière obsessionnelle depuis différentes perspectives et discours. De plus, l'écriture est à la fois consciente d'elle-même et des attentes du lecteur, ce qui permet des réflexions intéressantes, d'une part sur les maltraitances et de l'autre part sur la littérature et l'écriture. Nous votons pour Triste Tigre de Niès Chinon.
Bon, je vais lire les fragments qu'on a choisis. À la page 87. Finalement, la fameuse phrase d'Arthur, citée par tout le monde, a tué les sots, et celle qui dit que nul n'a jamais écrit au pain, sculpté, modelé, construit, inventé, que pour sortir un feu de l'enfer. Et peut-être un scandale méprise. En réalité, c'est l'inverse qui s'est produit, c'est-à-dire que c'est lui qui écrit, dessine, etc., et déjà des faits sortis de l'enfer. C'est justement pour qu'il peut écrire. Car quand on est enfant, enfer, pardon, et on n'écrit pas, on ne raconte rien, on n'invente pas non plus. On est juste trop occupé à être dans l'enfer. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup à l'Universidad de Buenos Aires et merci aussi pour ce point sur les difficultés que peuvent rencontrer les jurys au moment de devoir évaluer. Merci surtout pour avoir trouvé en interne la façon d'harmoniser ce vote. On est nous-mêmes parfois appelés à être membres de jury et c'est toujours complexe de bien savoir qu'est-ce qu'on évalue réellement. Alors voilà, donc merci pour cet effort, et puis pour le fait de partager aussi ces questions. Alors donc nous ajoutons un troisième ouvrage avec votre vote, qui est donc Triste Tigre de Neige Sino. Nous avons là trois ouvrages très différents. C'est d'ailleurs une des caractéristiques de ce choix Goncourt, en tout cas cette sélection choix Goncourt, qui, comme vous le savez, n'est pas la première. Il y a pour le Goncourt parisien, je dirais, pour le Goncourt officiel, il y a plusieurs séquences, et celle-ci est la dernière sélection, donc celle qui donne lieu ensuite à un choix définitif pour l'année en cours. Sans plus tarder, je vais donner la parole maintenant au lycée français Jules Supervielle de Montevideo. Bonjour, excusez-nous, un petit problème de télécommande. Vous nous entendez? Oui. Oui. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette occasion d'échanger sur la littérature et d'échanger entre institutions d'apprenants de français. Au lycée, donc, c'était un double défi, à la fois pour la langue, et aussi parce que ce sont des livres exigeants, longs, avec énormément de références. Donc, pas évident pour des lycéens. Malgré tout, ils ont suscité un certain enthousiasme, et on espère que l'année prochaine, peut-être, des classes pourront se joindre. Donc, pour cette année, nous avons un seul élève qui a lu la sélection intégralement, et donc qui a voté à l'unanimité. Et qui a choisi Veiller sur elle également, de Jean-Baptiste Andréa, et il va vous expliquer pourquoi. C'est Bruno Schleffel. Donc, principalement, Veiller sur elle est une histoire très, très, très émouvante. C'est d'abord l'histoire de Mimmo Vitaliani. C'est un homme qui est très contrasté. Par moments, il est aimé, par moments, il est incompris, et même par moments, il est méprisé par le lecteur. En somme, Mimmo est très humain. Il a ses bonnes choses, mais qui sont toujours accompagnées de ses défauts, ce qui le rend très intéressant de le lire et ce qui fait qu'il produit de très fortes émotions chez le lecteur. Et ensuite, dans l'arrière-plan, c'est l'histoire de l'Italie. On a la chronologie de l'Italie du XXe siècle, avec bien sûr la montée du fascisme. On a accès aux différents paysages de l'Italie, avec la Rome, Florence et bien sûr Pietra d'Alba, qui sont remplis d'une énorme richesse culturelle. Et tout comme Mimmo, le lecteur découvre tout ce qu'elle a de beau et de bon à offrir, mais aussi toutes ses déchéances et les malheurs que porte l'Italie. On pourrait presque dire que l'Italie est un personnage de part entière. Et finalement, il y a la fin, qui est à la fois inattendue et parfaitement logique. C'est une résolution très satisfaisante au mystère construit autour de la Pietà au cours de l'histoire. Et grâce à cette fin, donc à la découverte du secret de la Pietà Vitaliani, et pour montrer un des moments qui montre ce côté sombre de Mimmo,
que j'ai choisi de lire l'extrait de la page 332. Donc, j'étais sur le point de livrer ma dernière œuvre. Elle était destinée à latifundiste, l'un de ces immenses propriétaires terriens de Mezzogiorno. L'homme était prévoyant. Il s'agissait d'un mausolée. 4 anges, au coin de la tombe, veillaient sur la dalle qu'il venait apparemment de tout juste de fermer. L'une de mes plus belles œuvres, l'apogée du mouvement. Mais je sortais trop, et j'avais confié à Jacopo le soin de finir le visage du dernier ange. Ma commande avait 1 an de retard, impossible de repousser davantage, d'autant que le commandataire était de Palerme et que là-bas, ils étaient plus ombrageux que la moyenne. 2 jours avant le livret, Jacopo me présenta son travail. Je dévisageais avec incrédulité son ange, son expression pincée, la tension de ses traits. L'anatomie était correcte. Mais si Jacopo avait voulu suggérer l'expression d'un ange qui vient de se coincer les doigts sous une dalle de 300 kilos en fermant une tombe, il ne se serait pas pris autrement. J'explosais, je le traitais de tous les noms. Il avait déshonoré l'atelier, trahi ma confiance, ses compagnons, les sculpteurs et l'art en général. Je hurlais, rouge de colère, pendant de longues minutes, et plusieurs têtes curieuses sortirent des appartements qui dominaient la cour. Quand je me calmais enfin, tout l'atelier me dévisageait d'un air que je connaissais bien. C'était celui avec lequel j'avais regardé Zio. Beaucoup se sont attachés pour décrire la beauté de la Pietà de Michelangelo Buonarroti, à souligner la perfection du drapé, la justesse anatomique, la grâce du mouvement, que sais-je encore. Mais on déplaise aux experts, le génie de Michelangelo est dans le visage. Il aurait pu la faire boussue, sa Vierge, avec un tel visage. Celui d'une femme presque vaincue, surprise dans un moment de fatigue et d'abandon où l'âme se livre entière. Surprise, tout est là. Michelangelo a capturé l'instantané de la photographie, à ceci près qu'il lui a fallu 3 ans pour donner vie à cette image. 3 ans de lutte armée, un simple burin et un morceau de marbre. Ce visage n'est pas juste ce que l'œil en voit. Il contient tout ce qu'il est arrivé, tout ce qu'il est sur le point d'avenir, le temps qu'il a amené là et celui qui s'annonce, la mort de millions de secondes et la promesse de millions d'autres. Et j'avais confié à un gamin de 19 ans, qui ne connaissait rien à la vie, la tâche impossible d'un visage d'ange. Jacopo était doué, mais pas à ce point-là. Pas comme un Buonarroti, pas comme un Vitaliani. Merci. Merci beaucoup au lycée français Jules Supervielle. Sans plus tarder, je donne la parole maintenant à la Universidad Nacional de La Plata, s'il vous plaît. Oui, bonjour. En fait, c'est Amparo qui va parler, qui va vous dire notre vote. Bonjour. Bon, nous avons subi un peu les mêmes difficultés que les collègues de la UBA au moment de choisir l'ouvrage, surtout parce qu'on s'est posé la question, bon, qu'est-ce on va tenir en compte si c'est quelque chose pour le public du Rio de la Plata, si on pense au processus d'écriture, on pense à nous en tant que lectrice qui voudrait se spécialiser dans la langue française. Mais finalement, nous avons choisi de voter pour Triste Tigre, nous aussi, de Nersino. Et premièrement, d'un point de vue thématique, nous trouvons que ce roman se distingue par sa profondeur émotionnelle et son honnêteté. Nersino nous propose un récit autobiographique où elle explore un sujet si traumatique tel que l'abus avec une sincérité déchirante, mais elle ne se contente pas de rester sur un récit victimisant. Elle s'engage à jeter de la lumière sur des réalités souvent cachées tout en se servant d'une prose percutante. Ensuite, d'un point de vue formel, nous apprécions son originalité. À partir d'une panoplie de documents authentiques insérés dans le roman, l'auteur illustre jusqu'à quel point sa vie a été racontée non seulement par elle-même, mais aussi par d'autres voix. Et par ailleurs, cette sorte de collage vient renforcer chez nous, en tant que lecteurs et lectrices, l'effet réaliste du récit autobiographique. Et dans ce sens-là, il est intéressant aussi de noter comment Nersino s'inscrit sur la tradition autofiction, autobiographie, en reconnaissant parmi d'autres l'influence d'Annie Ernaux sur son écriture.
Et finalement, sur un autre aspect que nous tenons à souligner dans Triste et Tigre est la dimension métalittéraire d'un récit qui fait constamment appel au lecteur pour lui faire part du processus d'écriture du roman qu'il est en train de lire. Et Neige Sinon propose une réflexion sur la valeur de la grande littérature qu'elle tisse sous la forme d'un essai développé au cours de plusieurs passages. Et cela ajoute une complexité et une profondeur à son œuvre que nous avons vraiment appréciée. Finalement, dans ce sens, nous voudrions finir notre intervention avec la lecture d'un passage de Triste et Tigre qui est à la page 251-252. On dit, on m'a enseigné que les grandes œuvres littéraires étaient capables de dépasser la simple et vulgaire expérience, la petite histoire personnelle, de la transcender en devenant des créations linguistiques et esthétiques. Elles parlent une langue étrangère dans la langue et par la magie de ce processus, l'origine de ce qu'elles disent n'importe plus. Il faudrait être toujours dans la langue, car la langue nous protège des larmes, de la laideur de la chair triste, de la honte d'imposer aux autres la vue de l'abjection autobiographique. C'est ce qu'a toujours voulu dire Christine Angot avec son refus absolu d'avoir écrit une merde du témoignage. Ce qu'elle fait, elle, ce n'est pas cela, c'est mieux. C'est de la littérature. Merci. Merci beaucoup, Amparo. Neige Sino, deuxième vote pour Triste Tigre. Il nous reste un vote à écouter, un choix à écouter, celui de l'UDELAR, l'Université de la República. C'est Gerardo Martínez qui va en parler, mais avant cela, Alena Vaniscova m'a demandé à pouvoir prendre la parole. Donc, Alena, c'est à toi. Bonjour à tous et à toutes. Et c'est juste une petite remarque aussi. Gerardo va parler donc du choix final. C'est juste pour dire que à l'UDELAR, ça n'a pas été unanime non plus, hein, notre choix. Et c'est une seule voix qui a décidé aussi du titre final. Et donc, c'est pour simplement dire que l'autre candidat est très important. Ça a été Triste Tigre aussi. Et les deuxièmes choix, dans les deuxièmes choix, on a eu Humus et Sarah Suzanne, et l'écrivain aussi. Bon, je passe la parole à Gerard. Merci, Alena. Alors, notre vote, c'est pour veiller sur elle. Et on pense que Jean-Baptiste Andrea a magistralement capturé l'essence de l'Italie du XXe siècle dans son roman Veiller sur elle. Le roman mêle habilement histoire, amour et art. La fraîcheur du récit nous plonge dans la vie tumultueuse de Mimon, un sculpteur de génie né dans la pauvreté, et de Viola, une héritière ambitieuse. Leur destin croisé dans une Italie en pleine mutation fasciste ajoute une profondeur historique émotionnelle à leur relation complexe et passionnée. Ce roman transcende les époques, touchant universellement les lecteurs par son exploration de la condition humaine et de la quête de liberté. La maîtrise de Jean-Baptiste Andrea réside également dans sa capacité à rendre vivants les personnages et les paysages, offrant une immersion totale dans l'Italie des années 1900 à 1940. Les descriptions précises et évocatrices permettent au lecteur de ressentir les vibrations de Florence, Rome et Milan, tout en les transportant dans les ateliers poussiéreux des sculpteurs et les palais nobles. La juxtaposition de l'art et de la politique, illustrée par la montée du fascisme, enrichit l'intrigue et la rend d'autant plus captivante et pertinente. Ce contexte historique intense magnifie la lutte de Mimon et Viola pour leur amour et leurs idéaux, faisant de Veiller sur elle une œuvre d'une rare intensité et profondeur. Enfin, Veiller sur elle se distingue par la beauté de son écriture. On apprécie une narration originale, alternant le narrateur omniscient et interne, où on joue avec le ton de la diégèse, le cadre historique et les personnages qui se trouvent, comme on l'a vu, ainsi impliqués dans l'histoire, avec majuscule. La prose de Jean-Baptiste Andrea, à la fois poétique et précise, sublime les thèmes de la création artistique et de l'amour.
Chaque mot est choisi avec soin, chaque phrase est sculptée avec la minutie d'un artisan, crée une harmonie littéraire qui résonne longtemps après la dernière page. Nous pensons qu'il est également important de souligner qu'il s'agit d'un livre qui procure un véritable plaisir de lire. Même si plusieurs de nos lecteurs ont eu l'impression, en s'adonnant à une lecture plus critique, de déceler une certaine présence de thèmes ou de personnages qui pourraient paraître clichés ou stéréotypés, nous avons été presque tous d'accord sur le fait que si de tels clichés il y a, ils sont travaillés avec une exceptionnelle adresse par l'auteur. On les a savourés comme tout le reste. Nous sommes convaincus que ce roman, avec ses personnages inoubliables et son histoire poignante, mérite amplement d'être couronné. Veiller sur elle est non seulement une célébration de l'art et de l'amour, mais aussi un miroir de nos luttes contemporaines, ce qui en fait une œuvre intemporelle et universelle. Et pour finir, nous avons choisi un extrait qui illustre entre autres l'habileté de l'auteur dans la saisie de l'adversité à laquelle ses personnages, Viola dans ce cas, font face et de la force de leur résistance. Mais tu es complètement folle. Dans l'intérêt de tous, commença Francesco. Viola l'interrompit d'un geste, un simple mouvement de la main, délicat, capable d'arrêter une armée en marche ou une charge d'éléphants. Les deux se ressemblaient plus qu'ils ne le croyaient. Tu as toujours manqué d'imagination, Rinaldo. Il n'était pas venu à l'idée que tu n'es pas tel que tu le vois? Que oui, il pourrait y avoir des univers parallèles ou que ce monde n'existe pas? Que nous ne vivons peut-être que dans le songe d'un ours? Tout le monde, tout le monde dévisageait Viola, bouche bée, sauf moi qui souriais. Campana, le cou gonflé, était cramoisi. Viola tendit la main et son mari lui rendit, presque par réflexe, son poème. Elle le plia, le fit disparaître dans sa robe, avant de faire de nouveau face à l'avvocato. Je t'avais prévenu, je t'avais prévenu. Je ne vis pas le geste venir. En une fraction de seconde, Viola prit le couteau à fromage le plus proche, abandonné au bord d'une assiette, et le planta de toutes ses forces dans son mari. Merci. Merci Gerardo, merci à la Audelar. Alors avant de procéder donc à l'énonciation du choix concours 2024, que bon, vous avez déjà une petite idée, je voudrais juste vous remercier à toutes et à tous pour le respect du temps imparti. Il est 11 heures maintenant et voilà, personne n'a dépassé les 5 minutes qui étaient imparties. Merci pour cet effort. Ce n'est pas facile d'être concis, mais toutes vos interventions ont été à la fois intéressantes, à la fois originales, ont montré une lecture attentive et une lecture, je dirais même studieuse. C'est ça, nous qui sommes un peu les petites mains derrière la construction et l'élaboration de tous ces dispositifs, ça nous fait très plaisir. Donc merci pour ça. Et puis, je voulais vous dire aussi que en écoutant donc à la fois la Ouva, mais aussi la Audelar maintenant, qui se posaient des questions sur ces critères de choix. Ce que je peux vous proposer, c'est qu'on pourrait consulter l'Académie Goncourt elle-même, leur envoyer un petit mail pour leur demander comment ça se passe à leur niveau. Alors, tous nos référents et toutes nos institutions ici conserveraient une totale autonomie par rapport aux critères qu'ils souhaitent appliquer, mais peut-être que ça peut être voilà, un élément d'information pour vous. Je sais que c'est pas non plus facile pour eux. La preuve en est que l'année dernière, ils ont procédé à 14 tours quand même avant de déterminer le choix qui a été le choix Goncourt donc officiel. Alors, je passe maintenant simplement au décompte dans l'ordre croissant. Sarah Suzanne et l'écrivain d'Éric Reinhardt a donc reçu 1 vote. Triste Tigre de Neige Sinon a reçu 2 votes. Et finalement, Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andrea a reçu 5 votes et devient par conséquent le choix Goncourt de Rio de la Plata 2024. Merci encore à toutes et tous. Je laisse la parole. Donc, on va proclamer le résultat, c'est ça, hein? Absolument. Officiellement. Merci à tous. Moi, je dois dire que c'est l'un des 2 que j'ai lu et c'est un formidable roman. Je suis vraiment ravi de ce choix. J'avais lu Triste Tigre aussi qui m'a beaucoup touché et les discussions aujourd'hui m'ont convaincu de lire les 2 autres, donc je vais compléter le travail. Mais merci à tous et je crois qu'effectivement Veiller sur elle est un très beau roman qui mérite ce prix.
Merci, monsieur l'ambassadeur. Peut-être, Mathéo, tu veux dire un mot avant qu'on se sépare pour aujourd'hui. Alors, on se sépare pour simplement quelques temps. Je reprendrai la parole juste après toi, si tu veux, Mathéo, pour fermer la cérémonie. Oui, merci Dario, merci monsieur l'ambassadeur. Nous sommes très contents à la fois des échanges dans les différentes institutions qui ont précédé ce choix et aussi de l'hésitation qu'on a ressentie aujourd'hui qui reflète un peu ces discussions internes et qui nous permet de penser que de façon différente, les quatre livres ont été appréciés. Je sais que chacun porte dans son cœur son cheval de course qui peut-être n'a pas été le premier. En tout cas, nous avons une claire volonté de contribuer à la diffusion de ces quatre livres, de ces quatre auteurs. Je sais que pour certains, ils seront traduits bientôt en espagnol, notamment Neige Sino, dont le livre sera publié en septembre prochain aux éditions Anagrama. Jean-Baptiste Andrea aussi, les droits sont vendus. Je pense à Seix Barral. Et que les droits pour l'adaptation cinéma, d'après ce que Dario m'a informé, ont été aussi vendus il y a quelques jours. Donc, vous verrez à quoi ressemble Mimo sur le grand écran, qui parfois peut confirmer ce que vous avez imaginé ou vous décevoir. Il faudra trouver un acteur qui soit, comme disent les jeunes, beau gosse, mais aussi petit. Euh, et voir comment ils vont résoudre la question de l'ours. Mais en tout cas, nous avons l'intention que ce soit déjà le lauréat de l'invité l'année prochaine, donc Jean-Baptiste Andrea, qui avait l'air partant. Pourquoi pas aussi Neige Sinor, dont le livre sera traduit. Mais bon, tout ça, ça fait partie de discussions que nous allons avoir dans les prochains mois. Le temps de préparer la prochaine édition, donc nous vous invitons déjà à candidater, à observer l'évolution du prix Goncourt en France, voir qui passe d'une longue liste à une short list, ce qui vous permettra d'avoir un avant-goût de vos prochaines lectures. Pour finir, en ce qui me concerne, nous informerons rapidement l'Académie de votre décision et aussi l'auteur, donc Jean-Baptiste Andrea, qui nous espérons nous communiquera, comme c'est tellement à la mode en ce moment, sa réaction. Mais je pense qu'il sera très content de savoir qu'il a tout un paquet maintenant de lecteurs dans le cône sud qui, 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 euh, qui gardent dans une partie de leur cœur les histoires de Viola, de Mimo et de leurs complexes relations. Merci beaucoup. Merci Mathéo. Alors juste pour conclure, un mot sur donc sur cet échange qu'on aura avec l'auteur. Évidemment, pour l'en informer, lui demander peut-être aussi de nous communiquer à la fois ses réactions et de pouvoir vous la partager après, si possible, avec une petite vidéo qu'on vous fera parvenir. Le prochain rendez-vous, en ce qui nous concerne tous, alors pas tous en même temps, mais tous ensemble au sein de ce choix Goncourt de Rio de la Plata, c'est la visite de Mackenzie Orsel, dont on vous tiendra au courant, bien entendu, pour que vous puissiez rencontrer en personne l'auteur qui a été choisi donc l'année dernière. Et donc, comme l'a très bien dit Mathéo, on vous attend tous et toutes, et puis tous et toutes les autres personnes que vous voudriez inviter à rejoindre ce choix Goncourt de Rio de la Plata. Merci encore, bonne journée. Mais j'ajoute mes remerciements aussi parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Un merci encore pour toutes les lectrices et les lecteurs. J'ai trouvé vraiment que toutes les présentations qui ont été faites étaient d'un très haut niveau et c'était des présentations et un débat extrêmement stimulant. Et j'étais vraiment très heureux de partager voilà, cette passion de la lecture avec vous ce matin. Merci encore.